Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier Agora Projection dédié à Horizon Europe et au financement de l'innovation, au financement de la compétitivité des entreprises grâce à la possibilité de faire recours aux fonds européens. Je suis Massimiliano Picciani, je suis responsable sectoriel à la direction de l'innovation de BPI France, en particulier sur l'axe écotechnologie nucléaire méthocritique. Et depuis le 1er juin dernier, j'ai l'honneur d'avoir aussi le rôle de point de contact national Horizon Europe sur la partie climat et énergie. Quelques mots pour expliquer un peu tout ça à ceux qui ne connaissent pas forcément Horizon Europe, qui est le programme cadre de financement de la recherche et de l'innovation en Europe. C'est un programme articulé sur plusieurs piliers. Un pilier numéro 1 sur l'excellence de la recherche, essentiellement en recherche fondamentale. Un pilier numéro 2 orienté vers la compétitivité des entreprises via l'innovation. Et un pilier 3 sur le Conseil européen de l'innovation. Depuis le 1er juin dernier, BPI France endosse aussi le rôle de point de contact national pour les clusters 4 et 5 du pilier 2. Donc, pour la partie dédiée à la compétitivité et l'innovation, nous sommes point de contact national sur la partie cluster 4, numérique, industrie, aérospatiale, et cluster 5, climat, énergie et mobilité. Au total, on parle de plusieurs milliards d'euros de financement, d'appel à projet de la part de l'Union européenne, appel à projet soit de type RIA, recherche et innovation, soit IA, innovation, soit pour des réseaux, le montage de réseaux partenariaux autour des thèmes qui peuvent concerner, notamment pour le climat et l'énergie, les photovoltaïques, les renouvelables, les batteries, les stockages carbone. Je parle de sujets que je connais mieux parce que ce sont les sujets dont je suis point de contact national, mais aussi tout ce qui concerne le numérique, l'IA, l'industrie, l'aérospatiale ou la mobilité propre et durable. J'ai l'honneur et le plaisir d'être aujourd'hui accompagné de représentants de cet écosystème qui est en train de se structurer, qui existe déjà et auquel nous souhaitons apporter notre contribution. Julie Gourdin, du secrétariat général des affaires européennes. Donc, vous présenterez, mais vous nous direz un peu plus de votre activité dans ça. Nicolas Becqueret, Nanomakers, une entreprise qui, en plus d'être soutenue par BPI France, a aussi reçu des financements européens dans le cadre du cluster 5. Vous nous direz un peu plus de ça. Et Mathieu Carras de Mirsens, également lauréat BPI France, mais aussi cluster 4 Horizon Europe. Je vous propose donc de démarrer cette tour de table. Julie Gourdin, tout d'abord vous, les GAE, quel rôle et surtout quelle politique allons mener en France pour augmenter les retours pour les entreprises françaises de la part d'Horizon Europe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le secrétariat général des affaires européennes, c'est une administration. C'est un service du Premier ministre, donc à compétence interministérielle. Historiquement, c'est une administration qui s'occupe de préparer la négociation, la position française à être négociée auprès de l'Union européenne. Donc, peu à voir avec les financements. Et puis, il y a quelques années, a commencé à monter un point d'intérêt autour de l'utilisation par les acteurs français, la France en général, pas seulement l'État, de ces financements européens. L'observation de départ, c'était que la France contribue au budget de l'Union européenne. Cette contribution, elle augmente. Elle a notamment augmenté du fait du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et pendant ce temps-là, la quantité de financement qu'on capte, elle a stagné. Voilà. Il en résulte un trou budgétaire qui augmente d'année en année. Et l'objectif, c'est de réduire ce trou au maximum. Donc, il y a des actions qui sont faites sur la partie contribution, comment on limite l'augmentation de la contribution française au budget de l'Union européenne. Et il y a toute une action qui a été déployée sur comment on mobilise davantage les financements européens au bénéfice de l'ensemble de l'économie française. Donc, la cellule de mobilisation des fonds européens à laquelle j'appartiens, elle a été créée pour ça, il y a près de 3 ans maintenant, au sein du secrétariat général des affaires européennes. C'est une cellule qui a dressé tout d'abord l'ensemble d'un diagnostic, justement, pour comprendre précisément le fonctionnement de l'ensemble de ces financements, les logiques qu'il y avait derrière, les logiques d'acteurs au niveau national, quels étaient les freins, quels étaient les leviers pour maximiser la captation de ces financements européens. Et sur la base de ce diagnostic, eh bien, est déployé aujourd'hui un ensemble d'actions pour justement aller capter davantage de financements européens. Alors, parmi ces actions, eh bien, il y a l'amélioration de l'accompagnement des acteurs.
ce qu'on a observé, c'est que la diversité des financements européens était assez foisonnante et que pour l'ensemble des acteurs, c'était assez difficile de s'orienter vers le financement qui correspond à son projet, qui correspond à sa structure, et que l'accompagnement est aussi lui-même disséminé en France. On fait appel à des cabinets de conseil privés, on fait appel à l'administration qui est la plus proche de chez soi, etc. Et tout ça, on ne sait jamais très bien à quelle porte frapper. Donc, de ce point de vue-là, on est en train d'avancer sur la structuration de l'accompagnement. Et pour Horizon Europe, c'est 95 milliards d'euros sur 7 ans. Donc en fait, c'est énormément d'argent. Les clusters 4 et 5, dont il est question ici, et qui ont été confiés à BPI sur la mission de PCN, c'est 30 milliards d'euros sur 7 ans. Et donc, l'objectif, c'est justement d'améliorer la captation de ces 30 milliards d'euros par les acteurs français. Ces 30 milliards d'euros, aujourd'hui, ils sont captés, on va dire, en France, à peu près pour moitié par les acteurs publics de la recherche, le CNRS, le CEA, l'ensemble des grands acteurs institutionnels de la recherche, et pour un tiers par les entreprises. Donc en fait, on a besoin d'un double volet d'action, un volet d'amélioration de la captation par les organismes publics de recherche, et puis un volet entreprise. Et sur ce volet entreprise, l'idée était de se rapprocher au plus près des acteurs, et l'acteur qui aujourd'hui institutionnellement est le plus en prise avec les entreprises sur l'innovation, c'est BPI France. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, continuons un peu les témoignages de ceux qui ont déjà capté cette partie de financement, ceux qui ont déjà réussi. Commençons par les clusters 4. Donc, Mathé Carras, Myrsens, présentez-vous et racontez-nous un peu vos projets et ceux qui ont été sélectionnés. Oui, bonjour. Merci. Je vais vous présenter en quelques mots Myrsens. Donc, on est une société française de 40 personnes aujourd'hui qui travaille sur les deep tech, c'est-à-dire donc sur des lasers semi-conducteurs, donc des petits objets, mais très, très chers à produire. Nos applications en fait répondent à toutes les problématiques de protection à toutes les échelles de temps, comme j'ai tendance à dire, c'est-à-dire on protège à la seconde en aveuglant des missiles jusqu'à des années et des années en mesurant les niveaux de pollution dans l'atmosphère de gaz à effet de serre par exemple. Donc voilà, on fait des modules électro-optiques et on a aujourd'hui 10 ans. Et 10 ans finalement pour de l'innovation technologique de ce type-là, c'est finalement, ça paraît long, mais en fait c'est pas si long que ça. Et c'est sur ces 10 ans-là qu'on a besoin en fait de soutien au niveau R&D, parce qu'on voit que sur ce type de développement qui sont en général très longs et très intensifs d'un point de vue du capital, certes on peut se retourner vers le capital, je dirais, d'investissement, mais qui n'est pas forcément énormément présent à ces phases, je dirais, où on doit trouver son marché, où on doit maturer. Et donc l'intérêt d'aller vers des outils comme ceux de l'Europe, mais pas que, puisqu'on se tourne évidemment vers les outils nationaux comme l'ANR, c'est qu'ils nous permettent à la fois de maturer une roadmap technologique, mais également de tester finalement des applicatifs à travers des consortiums relativement élargis qui permettent d'aller jusqu'à l'applicatif final, quand bien même nous on reste concentré sur notre cœur de métier qui est finalement le composant. Donc dans ce cadre-là, on a souvent sollicité en fait la possibilité de rentrer sur des outils de financement européens. Alors on a été là-dessus, on a eu pas mal entre guillemets, de chance ou de réussite, je dirais, puisque au cours de toute la vie de la société, on a eu plus de 10 projets qui ont été financés par l'Europe. Et évidemment, à chaque fois au sein d'un cluster, l'attractivité aussi de ces financements-là, c'est quand même les taux de financement. Puisqu'en fait les taux de financement sont très élevés, donc ce qui fait que, alors même s'ils ont tendance à baisser, et évidemment la vie est dure pour tout le monde, mais c'est vrai que ça a été pour nous une possibilité de dérisquer fortement nos marchés. Aujourd'hui on a des produits maintenant sur le marché qui sont en phase de commercialisation, qui répondent à des besoins, et grâce à ces financements-là. Merci. Et donc du cluster 4, industrie, on passe au cluster 5, climat, énergie et mobilité. Nicolas Becquerel, Nanomakers. Votre projet Gigafactory, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Alors, nous, Nanomakers, on est une société de fabrication de matériaux, une start-up de fabrication de matériaux. Donc, si vous avez l'idée, ne le faites pas, c'est de la folie. C'est compliqué de mobiliser autant d'investissements pour fabriquer une usine avec un produit qui n'est pas encore tout à fait développé. La société a 15 ans, donc on est dans le secteur des nanomatériaux. On fabrique des composites à base de silicium, donc du carbure de silicium pour le marché du semi-conducteur essentiellement, pour renforcer d'autres matériaux. Et c'est la raison de notre présence dans le cluster 5. On fabrique également
des matériaux pour les batteries lithium-ion, en particulier des matériaux qui permettent d'augmenter l'autonomie des batteries lithium-ion, donc l'autonomie des véhicules. Autant vous dire qu'en ce moment, c'est un sujet d'actualité. Alors là où c'est très intéressant, c'est que pareil, si vous voulez partir de zéro et développer un matériau pour les batteries, ne le faites pas. Hein. C'est aussi extrêmement difficile, un secteur extrêmement compétitif, et c'est là que bien sûr le levier d'accélération des développements qui peut être apporté par des financements européens est absolument essentiel. On est dans un secteur qui est extrêmement compétitif, avec des compétiteurs qui sont eux aussi très largement financés. Hein. Et donc, si on veut rester dans la course, évidemment, on a besoin d'argent pour payer plus de développeurs, pour payer plus de machines, pour accélérer les développements et rester au tempo du marché, puisque un des enjeux des développements des sociétés innovantes, c'est de pouvoir innover tant que c'est encore d'actualité. Et donc, de ce point de vue-là, bien sûr, le financement est essentiel. On a rarement, dans une start-up ou une PME, des tailles d'équipe pour s'aligner face à des grosses entreprises qui développent très vite. Et de ce point de vue-là, voilà, ça permet d'être plus fort, d'être plus grand en mobilisant des financements européens. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on a développé un certain nombre de projets collaboratifs dans le cadre des Horizons Europe, et ça nous a apporté énormément d'accélération, bien sûr. Un autre facteur, c'est la collaboration, puisque la plupart des projets européens sont des projets collaboratifs. Donc ils sont évidemment l'occasion de pouvoir travailler avec des futurs prospects, des futurs fournisseurs, des institutions, hein, notamment des laboratoires de recherche nationaux qui sont, eux, en général très bien financés, qui arrivent à bien capter les financements européens. Donc ça permet de rentrer dans un écosystème qui est assez vertueux, à la fois sur le plan technologique. Quand on fait de l'innovation, bien sûr, on ne peut pas s'affranchir de la brique technologique, mais aussi de la brique commerciale, qui est essentielle évidemment pour aller au marché une fois qu'on a fini son développement. Voilà. Merci. Monter des projets européens, parfois, ça peut être compliqué. Et souvent, nous, on voit que les entreprises françaises préfèrent se tourner vers les financements nationaux. Côté Bpifrance, nous avons porté France 2030, donc nous avons porté un financement massif ces dernières années pour la recherche et l'innovation. Mais là, il est temps de se tourner vers l'Europe, Julie vous le disait tout à l'heure. Et donc, ça nécessite un saut un peu culturel, une nouvelle organisation, et faire face à toute une série de complexités qui sont propres au projet européen. Quel est votre retour sur ça? Vous avez été lauréat, est-ce que ça a été compliqué? Quels sont les points de blocage que vous avez eus et quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour les surmonter? Alors, c'est vrai que moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne gagne pas une proposition européenne, on la perd. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus excellent qu'excellent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être jugé et tout élément d'imperfection est donc rédhibitoire. Donc ça veut dire qu'il faut être bien entouré dans cette phase de montage et avec le bon cluster. Les difficultés, comme on l'a dit, c'est déjà d'identifier quand même les calls. Donc là, il y a une difficulté au niveau de la veille. Donc souvent, le plus simple, c'est de ne pas être seul, c'est-à-dire d'avoir déjà autour de soi d'autres partenaires avec qui on a l'habitude de travailler et avec qui on peut se reporter sur les opérations suivantes à nouveau sous forme d'un cluster déjà constitué. Nous, comme on en parlait, ce que je vois quand même souvent se mettre en place en ce moment, c'est que lors de ces phases d'appel à projet, finalement, on a un sous-cluster en général national qu'on est capable d'aller positionner dans un projet européen, mais pas que, peut-être aussi dans un projet ANR qui évite de refaire plusieurs fois le travail, qui permet d'avoir une notion d'excellence dans le projet qui est porté. Et ensuite, on va aller chercher en fait des macro-clusters dans lesquels ces petits clusters vont pouvoir rentrer pour pouvoir créer une propale à l'échelle européenne avec suffisamment d'acteurs, peut-être 10, 15. Et ce sous-cluster national pouvant être de 2-3 personnes. Donc en fait, voilà, donc c'est être entouré. Je dirais pour des petites structures comme nous, c'est être bien entouré. Donc là, la BPI, c'est la façon d'être mieux entouré. Mais en termes de mission, c'est en effet arriver à organiser les forces vives localement pour aller se projeter en fait à l'international. Alors effectivement, cette question de mieux mobiliser les fonds européens, elle pose en négatif la question des financements nationaux et de l'articulation entre les deux. Historiquement, cette articulation, elle existe mal. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à penser que parce qu'on alignait les stratégies, parce que la France est membre de l'Union européenne et que par conséquent, voilà, les choses sont bien en prise, ça suffisait pour aligner les financements. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le cas. Et qu'on peut aussi faire coexister des financements nationaux et des financements européens qui se gênent mutuellement. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai travail également, au-delà de la question de l'accompagnement
qui est au cœur de notre stratégie. Il y a aussi le volet d'articulation des financements. Comment on fait en sorte, vous parlez de l'ANR, que l'ANR, dans ses dispositifs, puisse favoriser, mettre le pied à l'étrier de petites entreprises innovantes, notamment des PME, qui sont effectivement les structures qui ont le plus de mal à y aller. Parce que les grandes structures, il n'y a pas de difficulté. Elles savent s'organiser en interne, elles savent se doter d'une capacité administrative, comprendre quels sont les métiers, les spécificités pour aller tirer ces financements européens. Elles les mettent en place, elles les capitalisent. Et dans tous les exemples qu'on a eus de grandes structures, que ce soit des structures publiques, parapubliques ou des grandes entreprises, eh bien, ces structures, sur les 10 dernières années, elles ont eu tendance à augmenter en volume de personnel et en volume financier. Donc en fait, on voit que ça, c'est au cœur des grandes structures, mais pour les PME, il y a un vrai besoin de pouvoir avoir des dispositifs simples qui leur permettent aussi de commencer à se familiariser avec ces questions-là. Donc ça, c'est quelque chose également sur lequel on commence à travailler. Oui, tout à fait. Alors effectivement, se lancer dans un projet de financement européen, ça peut faire peur de manière assez légitime parce que c'est un véritable investissement. Évidemment, en général, on va chercher beaucoup d'argent. On est sur des projets en général qui commencent à 4-5 millions d'euros et ça peut aller bien évidemment beaucoup plus haut. Donc il y a un travail préparatoire qui est important. Évidemment, il faut aligner son business plan avec ses coûts de développement. Il y a un travail d'exécution qui consomme des ressources, évidemment, ce n'est pas négligeable. Il y a du reporting, il y a de l'alignement des chiffres à faire. Et puis, il y a un travail de conclusion qui n'est pas toujours facile non plus. Ceci étant, au regard des bénéfices immenses qui peuvent être apportés, c'est un investissement que je recommande à tous les entrepreneurs de faire, hein, tout simplement. D'abord, tu l'évoquais, il y a un taux de financement qui reste extrêmement attractif. Et les taux de financement européens sont très attractifs comparés aux taux de financement nationaux, notamment. C'est la sacro-sainte non-distorsion de concurrence. Et donc, il faut pouvoir aller s'en servir. On est sur des taux de financement qui peuvent dépasser les 80% sur certains projets. C'est évidemment extrêmement intéressant. Et puis, il faut effectivement, vous le disiez, se structurer parce que les compétiteurs, en général, eux, sont structurés, surtout si on s'aligne face à des entreprises de taille plus importante. Il y a évidemment des ressources qui sont dédiées à la veille pour être sur les bons appels à projets, des ressources qui sont dédiées également au pilotage, à l'exécution budgétaire. Donc il faut, à la mesure bien sûr des ressources des entreprises de taille plus modeste, se structurer pour être en capacité d'y aller. Parce qu'une fois qu'on a eu le call et une fois qu'on l'exécute, quelque part, on est forcément plus fort. Et l'autre sujet est comment on trouve des partenaires dans d'autres pays d'Europe. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, bien sûr, on a des collaborations, on connaît déjà, mais des fois, en fait, on se lance dans un nouveau projet et on a besoin de partenaires, parce que pour les appels à projets européens, il faut toujours des partenaires. Comment on le trouve et comment après on s'assure que ça se passe bien? C'est un projet partenarial, il y a parfois des enjeux de pays, des propriétés intellectuelles, il y a des enjeux tout simplement de montage, de gouvernance de consortium. Quel est votre retour sur ça? Alors, la question de la recherche de partenaires, en fait, elle se fait, c'est la constitution du réseau européen de partenaires. Et en général, à notre niveau, elle va se situer en amont dans tout ce qui est colloque scientifique, échange. Là, on va être vraiment en amont de la technologie. On va être capable d'être plutôt en aval du cycle d'innovation. On va trouver pas mal de partenaires. Et puis après, sur les salons, sur tout ce qui est show commerciaux. Donc en fait, ce réseau, il va se constituer au fil de l'eau. C'est compliqué. En effet, on ne part pas de zéro. En général, on a un réseau et il faut plutôt l'exploiter et l'entretenir. Hein, donc je pense que c'est ça les enjeux. Après, sur la question de la confiance et de l'IP, ça c'est vrai que c'est une vraie question. D'autant plus qu'il y a une volonté assez forte de l'Europe de privilégier l'open data, l'ouverture, qui peut aller parfois un petit peu à l'envers des intérêts commerciaux purs des acteurs qui sont dans ces projets-là. Donc il faut être vigilant. Il y a des accords de consortium qui sont signés, donc qui quand même cadrent l'ensemble des relations des partenaires. Donc on s'y remet, puis après le niveau d'échange d'informations est celui qu'on souhaite donner. Donc après évidemment, on doit travailler à la confiance avec les partenaires avec qui on souhaite travailler, mais il y a toujours dans des consortiums des parties, je dirais, qui n'ont pas vocation à travailler ensemble pour de bonnes raisons. Alors il y a une caractéristique française sur la collaboration, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il ne faut pas y aller trop gros. Et donc, on a des consortiums européens avec souvent beaucoup de partenaires d'un même pays. Et puis, on a 2 Français, 3.
Et donc, en fait, il faut déconstruire des représentations qui sont fausses chez les acteurs français. D'ailleurs, cette représentation, elle est partagée par les acteurs publics et les acteurs privés. Donc, en fait, là, il y a aussi un travail actuellement pour remettre un petit peu les points sur les i. Il est tout à fait possible, dans un consortium européen, d'y aller nombreux sur des partenaires d'un même pays. Tout ça, ça se construit également. Et ce sur quoi on s'appuie, c'est aussi ces grosses structures, que ce soit des organisations nationales de la recherche ou des grandes entreprises, qui, du fait de leur volumétrie, peuvent aussi et doivent aussi davantage amener avec elles un réseau, soit de sous-traitants, de PME, de spin-off, de start-up, plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc effectivement, il y a aussi une culture de la collaboration à construire davantage et à renforcer parmi les acteurs. Oui, tout à fait. Moi, je rajouterais peut-être deux choses. Il y a un élément extrêmement utile dans cet écosystème-là pour pouvoir construire des consortiums, c'est les pôles de compétitivité, souvent qui disposent de moyens pour fédérer des intérêts de développement commun. Et puis, évidemment, les centres de recherche français. Nous, chez Nanomakers, on est un SMH du CEA, donc évidemment, on a pas mal de projets européens dans lesquels on y va avec le CEA. Mais le CNRS, bien évidemment, il y a des acteurs institutionnels de la recherche en France qui permettent d'apporter des opportunités de collaboration. Et sur l'IP, dernier mot, c'est un point extrêmement sensible, surtout quand on parle de société innovante. La propriété intellectuelle, évidemment, c'est souvent du patrimoine de l'entreprise qu'on a peur de divulguer ou qu'on a peur de perdre quand on part dans un projet européen avec énormément de partenaires. Là encore, je pense que c'est une crainte légitime. Et c'est une crainte qui peut être tout à fait encadrée de manière extrêmement rigoureuse par les accords de consortium, qui sont quand même en général la partie la plus longue à signer une fois qu'on est dans le projet, mais qui permettent effectivement de conserver sa API ou de la partager dans des conditions qui sont définies dès le départ, et c'est très important de se mettre d'accord dès le départ sur cet aspect-là. Dernière question. Le prochain programme cadre se prépare, 2028-2034. Vous, anciens lauréats, quelles sont vos attentes et quels sont les besoins et sur quoi vous penserez que c'est bien que Horizon Europe s'améliore, ou quels sont les trous dans la raquette s'il y en a? Oui, alors ce qui domine les débats en général à ce niveau-là, c'est de savoir quel va être le budget qui va être alloué à chacune des grandes thématiques. Donc nous, on est dépendant de la thématique photonique, qui avait été relativement bien dotée sur H2020, un petit peu moins sur Horizon, et on est très inquiet sur la suite. Et c'est des thématiques, je dirais, plus à la mode, comme le Chip Act ou d'autres thématiques qui aujourd'hui prennent le relais. Donc c'est déjà, je dirais que les questions qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on va pouvoir se positionner dans les calls qui viennent d'un point de vue des enveloppes budgétaires, et comment vont être structurés ces choix. Peut-être plus que des attentes sur la structuration elle-même des projets, où j'ai envie de dire, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des changements majeurs, parce que quand même ça fait 20 ans que c'est relativement similaire. Non, mais disons que en termes d'attente, moi je dirais que ce qu'on attend collectivement, je pense en tant qu'entreprise, c'est d'aligner les budgets alloués aux projets européens avec les enjeux économiques, bien sûr, de nos différents mondes de l'Europe, et surtout de rester compétitif sur les marchés où on peut encore être compétitif. Donc vraiment d'aligner la stratégie de financement avec la stratégie de développement économique, on doit être présent. Merci beaucoup. Effectivement, là, on est dans un moment un peu particulier où la Commission européenne a présenté à la mi-juillet des propositions budgétaires pour un cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le grand budget de l'Union européenne pour 2028-2034. À l'intérieur de ça, on a, on va dire, un renouvellement du paysage. Alors souvent, on a des petits ajustements quand la Commission fait cet exercice. Là, elle a vraiment déconstruit le Lego actuel et reconstruit quelque chose qui ressemble un peu, mais qui est quand même assez différent. Donc, il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de flou, indépendamment même de la négociation et des accords qui réussiront à voir le jour dans les prochains mois. Mais on est dans une phase de compréhension, justement, qui nous permet de savoir aussi comment la France peut positionner sa négociation
pour qu'elle soit le plus favorable aux attentes du tissu économique. Merci beaucoup. Et il nous reste 5 minutes pour des questions, s'il y en a, une ou deux questions. Vous avez été tous très très attentifs, donc soyez pas timides. Non, c'était juste un besoin d'un peu de clarification de l'articulation qui existe entre BPI France et ce cadre européen. J'ai bien compris par vos mots que BPI France a été mandaté par le gouvernement français pour gérer cette interface. Est-ce que vous pourriez développer un peu là-dessus? Merci. C'est une question pour moi, du coup. Alors oui, comme vous l'avez compris, nous et d'autres dans l'écosystème français avons été mandatés comme points de contact nationaux. Les points de contact, ce sont des personnes qui sont nommées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ensuite déclarées auprès de la Commission européenne. Et nous avons le rôle de, effectivement, animer la communauté des laboratoires de recherche et des entreprises qui peuvent être intéressés à Horizon Europe et les pousser à déposer. Donc d'un côté, il y a une approche un peu top-down. Il y a des appels à projets qui figurent dans les programmes de travail tous les 2 ans, qui est fait. Et nous venons vers vous à la fois pour vous solliciter à déposer des dossiers, mais aussi pour vous expliquer les appels à projets, vous accompagner dans le dépôt de propositions dans cet appel à projet et donc nous assurer en fait que vous arriviez à déposer des dossiers qui ont du succès. L'idée n'est pas de faire du bourrage des urnes, l'idée est d'accompagner les candidats les plus pertinents jusqu'à la fin et jusqu'à que ces candidats remportent effectivement la sélection de la part de la Commission européenne. Il y a aussi un autre mécanisme un peu bottom-up pour lequel nous nous chargeons d'écouter vos besoins. Nous les remontons au ministère qui a des représentants au comité des programmes. Ce sont des comités qui sont mis en place dans le cadre toujours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui cherchent un peu à définir les grands axes thématiques qui sont ensuite remontés à la Commission européenne pour orienter les appels à projets des années à venir. Donc notre rôle est vraiment celui de l'interface entre vous, les communautés, l'écosystème de recherche et innovation, l'institution nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et la Commission européenne. Et là, c'est vraiment toute la difficulté en fait, de notre rôle d'être capable de dialoguer avec tout le monde et surtout, c'est ce qui nous est demandé dans les années à venir, de vous accompagner, de vous soutenir, de vous pousser, de vraiment forcer la volonté d'aller vers des appels à projets européens. Moi et mes collègues points de contact nationaux auprès de BPI France, nous sommes tous à la direction de l'expertise. De base, notre métier est celui d'opérer les appels à projets France 2030. Donc, nous savons très très bien comment fonctionne un appel à projet, comment fonctionne l'évaluation de dossier, ce qui est attendu, les cahiers des charges. Donc, on connaît très bien la mécanique. Et en plus, nous sommes tous des experts sectoriels. Donc, chacun d'entre nous connaît très très bien les domaines dans lesquels opèrent ces appels à projets nationaux et dans lesquels sont fléchés les topics Horizon Europe. Donc l'idée est vraiment de vous accompagner dans ça et chacun de mes collègues accompagnera sa communauté qui l'a financé dans les cadres de France 2030 aussi dans les topics Horizon Europe. J'ai passé. Oui. Oui, allez-y. Alors, c'est un vrai sujet d'être coordinateur parce que ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage, très important. Nous, après, je vais vous passer la parole parce que c'est important aussi votre retour d'expérience. En 40 secondes, allez-y, si vous êtes coordinateur, allez-y, c'est mieux. En général, on se pose la question quand on ne l'a pas encore été. Et quand on l'a été, on sait pourquoi personne ne veut l'être.
Donc c'est vrai que les modèles quand même qui marchent pas mal, c'est de rentrer dans ce type de projet des partenaires qui font le montage du projet, qui sont spécialisés de ça et qui derrière seront spécialisés de la coordination. Parce que c'est vrai que c'est une gymnastique, c'est finalement un process, c'est très process de toute façon l'Europe. Donc c'est un process qu'il faut connaître et dans la plupart des partenaires qui en général sont plutôt techniques, il n'y a pas de cette compétence process qui est présente et donc une suggestion c'est de rentrer un partenaire qui sait faire ça par cœur et qui fait la phase de montage de projet également et qui se rembourse derrière comme ça. Et appuyez-vous sur les cabinets de conseil et nous allons aussi vous former autant que possible pour être aussi coordinateur. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup aux intervenants et merci beaucoup à vous.